Bienvenue à Districtement Habitant, votre émission quotidienne 100% habitation et virtuelle produite par l'APCHQ Montréal Métropolitain. Les émissions de cette semaine sont une présentation de Cyclovac et de ses collaborateurs Crochetière-Pétrin et les ailes de la construction. Aujourd'hui, on arrête de tergiverser et on passe à l'action. On arrête de rêver à notre projet et on débute nos travaux de rénovation. Pour nous aider dans nos choix, je vais être accompagné de Stéphane Charron, qui est associé et directeur des ventes chez Fenêtres Magistrales, ainsi que Florence Duhamel, cofondatrice de Maison D&D. Pour bien débuter, j'ai mon casque, mes lunettes, ma barre à clous. Venez avec moi, on arrache! Florence Duhamel, bonjour. Bonjour Marco. Stéphane Charron. Bonjour. Je suis content de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que c'est le temps de penser au projet de rénovation et je pense que souvent, quand il y a des déceptions, c'est au niveau de la planification. Est-ce que je me trompe? Florence, tu es entrepreneur général spécialisé dans de la réno, particulièrement au niveau d'agrandissement de maisons et même d'ajout d'étages. Ça serait quoi les devoirs d'un consommateur avant de t'appeler? Ou quand il t'appelle, qu'est-ce qu'il devrait déjà avoir vérifié? Ben, je pense que la première chose, c'est qu'il devrait analyser ses besoins. Qu'est-ce qu'il veut? Sa rénovation, c'est une pièce, c'est une chambre, c'est un bureau, c'est une cuisine. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Griffonner un peu ce qu'il veut pour qu'il sache un peu la grandeur, puis qu'il aille à la ville. Est-ce que c'est possible de faire ce qu'il veut? La ville va lui dire, avec son certificat de localisation, si la grandeur qu'il veut, avec les marges, déjà, il va avoir une idée de la faisabilité. C'est la première étape. Donc, j'ai l'intention de m'ajouter un garage avec ma maison, peut-être habiter au 2e étage. Il faudrait que je m'informe à la ville au départ si je peux le faire. Exact. Y a-t-il d'autres devoirs qu'il devrait faire? Ben, une fois qu'il sait à peu près si c'est un exemple, un garage, on va dire 12-24 de dimension, là, c'est intéressant qu'il aille appeler un entrepreneur pour savoir un petit peu, est-ce qu'on parle d'un budget de 20 000, 50 000, 150 000? En fonction du budget qu'il va déjà avoir une idée avec l'entrepreneur, il faut qu'il vérifie avec la banque. Parce que si la banque, s'il n'a pas l'argent pour payer l'investissement, ben ça sert à rien qu'il fasse venir 2-3 entrepreneurs si finalement la banque prête 50 000 puis son projet déjà qu'il voudrait coûte 150 ou 200 000. Oui, mais par contre, au niveau, quand on est en rénovation, il y a quand même, au niveau du financement, on a des leviers supplémentaires, c'est-à-dire on a déjà probablement une hypothèque. Donc, on peut se servir de liquidité. On n'est pas nécessairement obligé d'aller chez le notaire ou ça peut arriver, mais... Oui, souvent. Puis d'ailleurs, quand on renouvelle notre hypothèque, on va pouvoir savoir si on a assez si on peut effectivement augmenter, parce que la surface habitable qu'on va rajouter lors de la revente, ben les banques, ils aiment ça parce que c'est vraiment une valeur ajoutée à une maison. C'est pas comme juste rénover une cuisine et salle de bain. Quand on achète une maison, on s'attend à ce qu'il y ait une cuisine, salle de bain. La rénover, ça va pas augmenter la valeur substantiellement. Alors que l'ajout de surface habitable, une maison de 2000 pieds carrés versus 3000, ben, c'est sûr qu'elle va se vendre beaucoup plus cher à 3000 pieds carrés que 2000. Mais là, il y a aussi des marges de crédit que les gens peuvent avoir. Il y a aussi des prêts avec, je sais que la PCHQ, on a des partenaires qui font aussi du financement pour des rénovations. Donc, il y a plusieurs manières de financer son projet. Mais il faut déjà savoir si on a la possibilité d'avoir le financement ou d'avoir l'argent dans notre compte avant même de faire des plans et puis de faire déplacer des entrepreneurs si on ne sait pas si on a un minimum de budget pour faire le projet qu'on veut. Donc, les plans, Florence, c'est important dans un projet d'agrandissement comme ça. À quel moment qu'on doit aller les faire produire, ces plans-là? Alors, de toute façon, pour des agrandissements, ça va prendre automatiquement un plan scellé par un technologue ou architecte. La plupart des clients arrivent avec des plans, que ce soit technologue ou architecte. Puis là, dans ces cas-là, on va pouvoir faire effectivement la soumission avec les plans. Sauf que si, par exemple, le client, il veut agrandir une pièce au-dessus d'un garage ou un agrandissement en arrière, avec déjà la dimension du pied carré, on va pouvoir lui donner un investissement, un budget pour faire ces travaux. Et nous,
notre entreprise Maison DD, nous, on va faire un clé en main, c'est-à-dire ça va inclure aussi les plans. Mais le client pourrait très bien décider d'engager son propre technologue et architecte et de se faire soumissionner 2-3 entrepreneurs, nous comme les autres, et à ce moment-là, c'est à sa guise, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation d'avoir les plans au moment où contact, mais pour faire les travaux, par contre, pas de plan, on s'en va vers un conflit fort probablement. Ça prend les plans pour la ville, pour le permis, ça prend les plans après ça pour commander les fenêtres, commander les trosses, les poutrelles. Quand on a une fondation à faire, ça prend des plans. C'est indispensable. OK, mais on peut les avoir au moment d'appeler l'entrepreneur ou on peut les faire avec l'entrepreneur. Tout à fait, exactement. Exact. Ah ben, c'est bien ça. Monsieur Charron, je commencerai un peu rough avec une question qui tue en partant. Il existe plusieurs sortes de fenêtres. Il y a du PVC, il y a de l'aluminium, il y a de l'hybride. Laquelle est meilleure? Ils ont toute leur utilité. C'est une question qui se répond à plusieurs étapes, mais il faut, un peu comme Florence disait, d'aller savoir pourquoi on fait un projet de rénovation. Chaque produit a son utilité, a sa place à être, son budget aussi, parce que chaque matériau n'a pas le même coût. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut avoir, où on a besoin, dans quelle utilité qu'on a besoin. La fenêtre d'aluminium va être un peu plus structurale. Donc, si on a un projet avec des très grandes fenêtres, on va utiliser peut-être plus ça. Par contre, elle est moins efficace énergétiquement. Fait que si on veut une fenêtre qui est beaucoup plus efficace énergétiquement, mais on va un peu plus vers autre chose, vers le PVC, vers l'hybride. L'hybride, les gens aiment l'hybride parce qu'on a la perception que l'aluminium vient amener un certain renfort, une certaine durabilité. Bien, on y va avec ça. Le PVC, l'économie, la chaleur, il n'y a pas de transmission de froid avec le PVC. Donc, chacun a son utilité. Il faut vraiment aller voir son conseiller puis de dire, mon projet, j'en ai besoin pour telle sorte. Puis après ça, se faire conseiller. Donc, c'est ce que je comprends. C'est pas le matériau comme tel, c'est les caractéristiques architecturales qui vont beaucoup plus que ça soit architectural, que ça soit esthétique aussi, du côté esthétique, qu'est-ce qu'on veut faire, tout ça, un peu comme Florence disait, pourquoi on fait notre projet de rénovation, le consommateur a à voir pourquoi il veut faire son projet, c'est-tu pour avoir un look plus contemporain puis avoir une vue vers l'extérieur, bien, on va aller vers différents types de portes-fenêtres. Est-ce que c'est juste parce qu'on entend le bruit à l'extérieur, on est sur un boulevard passant puis le bruit nous énerve, bien, c'est autre chose, on va aller chercher autre chose, on va aller chercher d'autres types de produits. Fait que c'est vraiment, faut que le consommateur ait fait sa recherche à savoir pourquoi je rénove, qu'est-ce que j'ai de besoin. À partir de là, on va voir le conseiller, on lui explique notre problématique. Le conseiller va être capable d'orienter, après ça, le consommateur vers le produit qu'il a besoin. Donc, si je comprends bien, si je veux remplacer mes fenêtres, quand je m'en vais dans une boutique, je ne devrais pas tout de suite me faire proposer un produit PVC, aluminium, hybride, parce que c'est le produit à la mode du mois. Je devrais me faire poser des questions à ce moment-là, j'imagine. En fait, un bon représentant d'une bonne entreprise de portes et fenêtres va vous poser des questions avant de vous montrer une fenêtre. Si vous entrez chez quelqu'un puis vous dit tout de suite ça, puis je vais vous donner un prix, bien, posez-vous des questions. Il faut vraiment que le représentant ait cerné le besoin du client puis l'orienter vers les bonnes choses, mais il faut que le client soit prêt à répondre aux questions aussi. Si on n'est pas prêt, si on n'a pas fait nos recherches, si on n'a pas fait notre introspection, pourquoi on fait un projet de rénovation, mais on va avoir de la difficulté à répondre. Ah, je comprends bien. Mais bien souvent, dans le fond, je m'aperçois qu'il y a des clients qui appellent puis il manque d'espace. Puis là, ils savent pas trop. Ils veulent, on veut rénover, on veut agrandir ici, peut-être agrandir une partie. Ils ont, dans le fond, ils se cherchent et ils n'ont pas vérifié financièrement et à la ville avant même d'appeler l'entrepreneur. Alors, l'entrepreneur, on peut pas... il y a une limite à un moment donné de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut pas faire. Et le besoin du client, ce qu'il veut vraiment, ce qu'il recherche quand il veut faire une rénovation majeure, il faut qu'il sache vraiment... Il a parlé avec les enfants, avec son conjoint. Il faut que ça soit bien clair dans leur esprit que c'est ça l'avantage qu'ils veulent avoir en faisant une rénovation. Puis après ça... Comme on disait tantôt, le détail de la ville qui s'en vient, parce que j'ai eu un cas hier où la ville disait, écoutez, le garage est plus grand, les clients veulent faire un garage plus grand que la maison existante. Elle dit, dans notre ville, on peut pas accepter ça.
Donc, vous comprenez, la même chose, ils veulent agrandir et que le garage, ça soit une pièce habitable au lieu d'un garage. Donc, ça change l'usage de la maison. Ça devient plus unifamilial, ça devient bigénérationnel. Est-ce qu'on a le droit dans ce secteur-là? Donc, c'est des petites choses qui font que, à la base, la ville peut très bien dire, écoutez, on doit vous orienter, vous pouvez pas faire ça, mais vous pouvez faire ça. Et ça, c'est une étape qui est vraiment cruciale pour que le client ne perde pas du temps et les entrepreneurs ne perdent pas de temps, parce que sinon, tout le monde va perdre du temps et puis on n'avancera pas, puis ça ne sera pas vraiment ce que le client il aura recherché à la base. Avoir une qualité de vie dans sa maison supplémentaire. Puis si je peux rajouter, c'est peut-être là où les clients sont, quand on fait le magasinage, puis que les clients sont mélangés, bien, ils présentent un projet, on fait du magasinage, on va voir plusieurs manufacturiers de portes et fenêtres ou plusieurs entrepreneurs. Ouais. On présente le projet de différentes façons, puis après, on essaie de comparer des prix. Si on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on ne peut pas comparer parce qu'on va présenter le projet différemment, peu importe où on va aller. Fait que c'est important d'avoir fait nos devoirs en tant que consommateur, savoir ce qu'on veut, demander les bonnes choses, s'assurer que le représentant, peu importe les matériaux qu'on recherche, va nous poser les bonnes questions. Si on ne nous pose pas les questions, on a peut-être un problème. Mais savoir répondre, puis répondre toujours la même chose aux différents fournisseurs. Qu'on compare des pommes et des pommes. Exactement. Au final. Absolument. Donc, je comprends bien, là, dans le fond, le prix le plus bas n'est pas nécessairement le meilleur, mais il n'est pas nécessairement le plus mauvais non plus. Non. Non. C'est tout dépendant qu'est-ce qu'on a demandé. Exact. C'est ça qui est la différence. Si on veut comparer des pommes avec des pommes, bien, peut-être que le plus bas soumissionnaire est la meilleure option, mais on ne le sait pas si on demande des pommes et des oranges. Parce que ça arrive qu'il y a des agrandissements qui sont, mettons, on va dire 200 pieds carrés, qu'il y a des villes qui vont demander une fondation à 200 et quelques pieds carrés de plus, puis d'autres que ça va être des pieux. Mais c'est pas le même agrandissement. Une fondation, c'est plus dispendieux que des pieux. Donc, on parle pas de pommes et de pommes. Donc, c'est vraiment important. Qu'est-ce que la ville? Après ça, on commence à rentrer dans le vrai sujet de la rénovation qu'on va réaliser finalement pour le consommateur. Je vous dirais par rapport à ça, au prix, là où, en tant que consommateur, on a peut-être une réflexion à avoir aussi quand on voit qu'on a 3 fournisseurs, disons. Il y en a un qui détonne complètement par rapport aux autres, qui est beaucoup moins cher, mais on a peut-être à se poser des questions. Parce qu'en tant que manufacturier de fenêtres, mais en tant qu'entrepreneur, les matériaux nous coûtent un 2x4, et que ce soit un entrepreneur ou un autre, ils coûtent la même chose. Oui, il est cher, mais il est cher pour tout le monde. Il est cher pour tout le monde. Donc, si on voit qu'il y a une grosse différence, il y a probablement un pépin, parce que en tant que manufacturier, on devrait être à peu près dans les mêmes eaux si on donne le même produit, le même service. Fait que s'il y a quelque chose qui est différent, on ne peut pas arriver au même prix, on ne peut pas comparer. Et le marché doit être assez concurrentiel, que ce n'est pas les marges non plus qui font qui créent l'écart. On n'a pas les moyens de mettre une marge énorme. Le marché est très concurrentiel. Les consommateurs vont le voir, la quantité de manufacturiers de portes et fenêtres qui offrent les produits est assez incroyable sur le marché. Donc, on est trop compétitif pour être trop différent. Là où on voit qu'il y a souvent une grande différence entre les entrepreneurs, nous, c'est quand il y a des licences, pas de licences. Ça, c'est vraiment majeur. Ça fait toute une différence. Quelqu'un qui ne prend pas des assurances, qui n'a pas de licence, qui n'a pas de cautionnement, etc., bien, c'est souvent c'est là qu'on voit qu'il y a des très grosses différences. Et le consommateur, il devrait être assez allumé de ne pas prendre quelqu'un qui n'a pas de garantie, qui n'a pas de licence. Mais comment je fais pour savoir ça? Ben, tout est accessible maintenant. À RBQ, vous voyez si votre entrepreneur que vous avez fait venir, avec qui vous voulez faire les travaux, s'il a une licence. Vous voyez aussi s'il a des plaintes, à l'OPC, à l'RBQ. Vous demandez sa police d'assurance. Moi, j'envoie toujours ma responsabilité civile. Ça prend quand même 2 millions en tant qu'entrepreneur général. C'est des choses de base. Après ça, vous regardez, est-ce qu'il y a des commentaires dans les médias sociaux de la négativité sur l'entrepreneur? Vous demandez des références, des témoignages. Il y a plein de façons de vérifier si l'entrepreneur... Et c'est des semaines, voire des mois qu'on est qui vont être chez vous, là. C'est important que ce soit une personne en qui vous ayez confiance, mais aussi qui va vous donner les garanties, puis que vous savez que c'est les travaux qui vont être faits selon le code du bâtiment, là. Et de façon sécuritaire aussi, ben oui. Parce qu'on a beaucoup de différences. Je le vois beaucoup dans notre domaine, j'imagine vous aussi, mais la différence entre des gens qui se plient aux normes CSST et ceux qui ne le font pas, il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui par rapport à l'SST. Avant ça, on montait avec une échelle puis on allait tirer un joint du bout des bras. Maintenant, ça se fait plus.
Mais on a des manufacturiers, dans notre cas, qui le font encore. Puis nous, on charge les échafauds aux clients parce que maintenant, on met des échafauds. On ne fait plus ça à bout de bras à une échelle. Celui qui ne fait pas, puis qui... Si on magasine, puis on n'a pas ce cas-là, s'il y en a un qui met des échafauds, puis l'autre n'a pas d'échafaud, il y a peut-être des questions à se poser. Pourquoi toi, tu ne mets pas d'échafaud? Est-ce que tu te lis aux normes de CSST? Est-ce que s'il arrive un accident chez nous, puis le CSST débarque, puis les journaux débarquent parce qu'il y a un accident chez nous, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Mais je vais vous dire, comme consommateur, en partant, là, on ne veut jamais que personne se fasse mal sur les chantiers, là, mais en plus de ça, moi, comme consommateur, exemple, de savoir qu'il y en a un qui est tombé de mon toit, qui s'est cassé le cou dans ma cour, c'est pas ça qu'on veut. Ben, j'aurais peut-être de la difficulté à vivre avec ça aussi. Là. Puis en tant qu'entreprise, je veux pas que mes employés ou mes sous-traitants se blessent. Puis maintenant, il y a des normes, puis on suit les normes. En tant qu'entreprise, on suit les normes, mais ça a un coût, mais ça a aussi sa rentabilité dans le sens que de garder ses employés en santé, on a besoin de tout le monde en santé. Là. Il n'y a plus de raison aujourd'hui d'avoir des accidents de travail. Il y a un coup de pas le faire aussi. Exact. Mais même titre, quand tu fais une rénovation majeure et puis tu n'as pas d'assurance, si, je ne sais pas, moi, il y a un sinistre, un feu, n'importe quoi, la personne, elle ne veut pas perdre sa maison. Il faut qu'il y ait une assurance qui couvre le chantier, puis plus une assurance responsabilité civile. C'est deux assurances spécifiques que l'entrepreneur général doit avoir. Et ça, c'est tout ça que le consommateur, en plus d'avoir la relation de confiance et d'avoir vérifié que les travaux, il y a un devis détaillé, je veux dire, c'est important, là. Je veux dire, on commence à faire des travaux pour plusieurs semaines. On veut s'assurer que laine, polythène, forens, le gyps, les joints, la peinture, tout soit détaillé. C'est combien que la toilette, mon entrepreneur, il a prévu. C'est combien pour mes escaliers. C'est combien les fenêtres. Et c'est quoi les dimensions. Tous ces détails-là, plus le devis détaillé il est, et plus le consommateur est en sécurité, et plus il est sûr d'avoir le produit qu'il était sûr d'avoir. Donc, moi, c'est important. Chez nous, on fait un devis détaillé avec un contrat PCHQ parce qu'au moins, tout est indiqué. Ça évite les zones grises. Donc ça, c'est toutes ces petites choses-là. C'est ça, dans le fond, là, tu nous donnes un bon truc pour être capable de comparer un peu des pommes avec des pommes. Exemple, quelqu'un qui dit, je te fournis de la robinetterie. Ah, OK, c'est bien, mais je te fournis telle robinetterie ou tel budget de robinetterie. OK, là, parce qu'un robinet à 15 $, je suis peut-être capable d'en trouver sur des sites Internet. Oui, c'est non ça. Homologués qui proviennent en conteneur. On fait comment pour la garantie dans ce temps-là quand c'est venu de je ne sais pas d'où? Soit dit en passant, j'ai vu sur des chantiers des fenêtres venir de la Chine. Et déjà, au début octobre, c'était plein de condensation là, dans les vitrages. On n'a pas les mêmes normes. On n'a pas les mêmes normes. On n'a pas les mêmes conditions climatiques. On n'a pas les mêmes matériaux de construction, ne serait-ce que la façon de construire. Mais même aux États-Unis. Parce que j'ai des clients qui révèlent les grandes fenêtres qui ouvraient, là, genre floridien. Mais ça venait des États-Unis. C'est pas les mêmes normes. On peut pas acheter ces fenêtres-là. Ça ne fit pas ici. Puis le fait, c'est que ces gens-là payent le gros prix parce qu'ils font venir du dédouanage, tout ça, pour se retrouver à arriver ici puis dire « Oh, pourquoi ma fenêtre, elle marche pas bien? » Mais oui, mais c'est pas installé en Floride, c'est pas installé en Californie, c'est installé au Québec. Et c'est pas les mêmes critères climatiques. Non. Et j'imagine qu'une fenêtre, une grande porte patio, une grande porte vitrée de la Floride, probablement elle a une bonne résistance au vent, mais pas très thermique. Ouais. Probablement. Elle va résister à la tornade qui va arriver une fois par 5 ans, mais nous, on n'en a pas ici des tornades, on a des tempêtes de neige avec des moins 30. Donc, c'est pas que c'est un mauvais produit aux États-Unis, c'est pas ça qu'on dit. Il est mal adapté aux besoins qu'on a ici. Mais parlant justement de phénomènes un peu comme ça, comment je peux savoir que ma fenêtre ou mes fenêtres sont dues pour être remplacées? Un bon indice, c'est l'hiver que les rideaux se promènent toutes seules sans qu'il y ait personne alentour. C'est quand même un bon indice qu'il y a une infiltration d'air. Ça, c'en est un, mais... je sais pas, il y a plusieurs raisons. Dans les fenêtres de bois, on voit des fois dans les coins le bois qui noircit. Quand on n'a pas d'eau qui est là, puis il y a du bois qui noircit, c'est parce qu'il y a peut-être une indication que par en arrière, il y a une infiltration d'eau. Donc, ça, c'en est une. Dans ces fenêtres-là, souvent, on est capable d'entretenir pendant un certain temps, mais à un moment donné, du bois, ça reste du bois qui s'est soumis à l'humidité. S'il n'y a pas une bonne aération, ici au Québec, en Amérique du Nord, on met des rideaux devant les fenêtres. Bien ça empêche une bonne circulation d'air. Fait que l'humidité a tendance à rester un peu plus dans ces endroits-là. Fait que la moisissure va se faire un peu plus facilement. Il y a plusieurs critères qui vont faire que la fenêtre, ne serait-ce que l'esthétique. Des fois, on veut tout simplement changer. On a une maison des années 70 avec un look des années 70. Bien, on aimerait en faire une fenêtre, une maison plus contemporaine. Bien,
Il y a des choses qui s'adaptent. On peut changer certaines choses. On a à changer des fenêtres pour en mettre de différentes choses. Les fenêtres de bois, ben on voit que ça pourrait un petit peu, comme je disais, dans les coins, mais peut-être c'est le temps d'échanger. L'infiltration d'air, l'infiltration d'eau. Difficulté à opérer la fenêtre. Les opérateurs mal entretenus ou qui ne servent pas souvent, on vient pour les ouvrir, ça casse, bien, ça peut changer, mais des fois, c'est mieux de les remplacer. J'ai souvent le sentiment que si j'ai de la difficulté à l'ouvrir et la fermer, c'est peut-être parce qu'elle est désajustée, donc elle ne doit pas être si étanche que ça non plus à un moment donné. Difficulté, ça paraît pas nécessairement, mais une fenêtre qui fait un peu le rond au niveau du cadre, bien, elle va ouvrir, elle va fermer, mais elle va être plus difficile, fait que les mécanismes vont s'user plus rapidement que devraient l'être. Lorsqu'on fait des travaux majeurs d'agrandissement, j'imagine qu'on s'occupe également de la fenestration existante. C'est pas une obligation, mais j'imagine souvent en même temps on en profite. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Les gens vont changer les fenêtres ou même parfois les faire teindre. Ça dépend des budgets de chacun. Et puis aussi, si les fenêtres elles sont en bon état, tu ne les changes pas pour rien non plus. Mais on va plus le faire quand on va rechanger toute la façade de la maison. Donc là, ils vont changer la configuration. On va prendre des fenêtres plus contemporaines. On va changer la porte d'entrée. Puis parfois, les bay windows, on va changer le look de la bay window. Donc, on refait un peu plus, on réaménage les façades. Là, à ce moment-là, on va changer les fenêtres, comme on commence à un deuxième étage. On va changer toutes les fenêtres pour qu'elles soient toutes harmonisées. Mais habituellement, un agrandissement qui est juste un garage, une pièce au-dessus ou un agrandissement en arrière, les gens, ils gardent les fenêtres qu'ils ont déjà. Là, c'est vraiment juste celles de l'agrandissement qu'on va faire. On va forcément à les ajuster avec la même couleur. Là. Ben c'est ça, on est capable de souvent trouver des agencements là, qui vont ressembler, même avec les fenêtres d'aujourd'hui. Au niveau des portes et fenêtres, si je prends notre domaine à nous, ça n'a pas évolué tant que ça depuis les années, là, à part peut-être le verre énergétique, ces choses-là, mais on parle encore de fenêtres à battant, on parle de matériaux, le PVC existe depuis une trentaine d'années, le bois, l'aluminium. On est capable d'agencer des fenêtres. Si les fenêtres sont bonnes, ça ne donne rien de les changer. Les fenêtres existantes, on est capable d'organiser pour que ça ait un look qui soit... Moi, même le look, je suis assez surprise. Des fois, il y a des fenêtres un peu arrondies ou avec les barotins. Les barotins, ouais. Puis tu dis, c'est pas la même entreprise qui les a fait. Et finalement, toutes les entreprises, là, c'est assez malléable. C'est bien pour ça. On voit pas la différence entre ce qu'on a rajouté à la maison et ce qui était existant. Ouais. Bon, ben ça me rassure au niveau des fenêtres. Je suis content, mais par contre, ma vieille brique sur ma maison existante... Ça devient un peu plus difficile parce que, on a la carrière La Prairie qui a fermé. Donc, il y a plusieurs... qui étaient des briques d'argile. Exact. Et il y a quand même, sur la Rive-Sud et sûrement à d'autres endroits, mais il y a quand même beaucoup de maisons qui ont été faites avec cette brique. Donc, on est pas mal à la recherche des lots qui peuvent rester à droite, à gauche. Quand on n'est pas capable de trouver, c'est pas des grandes quantités quand on fait une pièce au-dessus d'un garage ou un garage, là, mais mettons qu'on prenne une pièce au-dessus d'un garage. Donc, c'est pas les grandes quantités. On arrive encore à trouver. Et si on ne trouve pas, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de défaire le côté du garage pour mixer, pour que la partie qu'on rajoute, garage et au-dessus, soit quand même assez uniforme et que ça matche avec la partie de la maison. Donc, on dirait que ça a été fait tout le temps comme ça. On voit pas trop de différence. Parce que c'est sûr que de retrouver la même brique quand elle n'existe plus, ça, c'est un peu plus délicat. Là. Mais c'est là qu'on voit la compétence, la possession du métier. Parce que, de toute façon, même avec de la maçonnerie neuve, les paquets sont quand même mélangés sur le chantier parce qu'il y a des différences entre les lots. Ce qui ne doit pas être vrai pour vos fenêtres. Vos fenêtres, quand il y a un blanc de tel numéro, ils doivent être pas mal assez identiques. Quand même, mais juste la décoloration avec le temps. Oui. Puis aujourd'hui, de plus en plus, là, on le voit, on le dit, le soleil... est encore plus fort qu'il l'était. Donc, ne serait-ce que juste la décoloration, il y a une différence dans... Mais il y a eu une grande amélioration dans les dernières années, il me semble, là-dessus, au niveau de la qualité peut-être des PVC. Ben, en fait, c'est pas le PVC. Le PVC va changer un petit peu comme n'importe quoi. Là. Tous les matériaux... Il n'y en a pas de matériaux qui ne changent pas de couleur. Il n'y a pas de matériaux qui ne changent pas de couleur. Regardez un auto, la même chose. Là. Mais en fait, le meilleur exemple que je donne, c'est une fenêtre de PVC comparativement à une fenêtre d'aluminium. Les autos, on a le hood en acier, puis le bumper en plastique, puis la décoloration se fait la même chose. Fait que les matériaux vont
la qualité des matériaux s'est améliorée, mais il reste qu'il y a quand même un changement. Puis l'uniformité, c'est difficile de trouver l'uniformité quand on fait en deux batchs. C'est un très bon point, le fait de la décoloration, là, parce que ce soit le vinyle, toutes les matières de revêtement extérieur, on parlait de la brique, mais c'est vrai que c'est impossible de retrouver le même lot de briques qu'il y a 10 ans. Il faut être logique. Même en provenant de la même même place. Si c'est le même modèle, la même marque, tout, la même recette. C'est certain qu'il va y avoir une différence. Il faut que les consommateurs ils soient conscients de ça. C'est pourtant la même, mais il y a une différence parce que c'est pas le même lot, comme une céramique. C'est pas le même lot. Du papier peint, c'est pas le même lot. Ça fait partie de l'industrie, c'est comme ça. Mais plus la couleur, avec le temps, le vinyle, on peut prendre la même couleur argile de vinyle ou d'aluminium, puis il y en a un qui est en plein soleil, et puis c'est la classique, là, je veux dire, il va y avoir une légère différence. Alors, on essaie effectivement on fait un coin, on s'assure que... Parce que dans le fond, quand on regarde une maison comme ça, c'est la même, on va dire que c'est le même aluminium ou le même vinyle, la même brique, mais avec le soleil, l'orientation du soleil, il va quand même avoir une différence avec l'ombrage et tout. Donc, dépendamment de ça, on peut s'en servir que si on n'a pas tout à fait la même, on fait un coin, on s'assure que pour limiter, dans le fond, au niveau visuel, qu'on ait vraiment une différence en plein milieu de notre champ de vision, là. Donc, on a parlé au niveau les fenêtres, la décoloration, les revêtements extérieurs, mais les bardeaux aussi, j'imagine, c'est la même chose également. Quand on change le bardeau, mettons, on rajoute du bardeau sur un agrandissement, une pièce au-dessus d'un garage, bon, là, il va avoir une garantie de ce bardeau-là qui va être acheté en 2020. Puis l'autre bardeau qui a peut-être 10 ans, 15 ans, bon, c'est là qu'il y a des fois, les gens ils prennent la décision de refaire tout le bardeau de la maison parce que au moins, il n'y a pas une question de jointure entre le nouveau et l'ancien. Donc, il n'y a personne qui se dit c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. C'est le même qui va tout refaire la toiture, là. Mais là, à ce moment-là, par contre, c'est pas une obligation. Du tout. C'est une question de choix, selon le budget, selon le niveau de sensibilité de la personne. C'est un peu comme pour les fenêtres. Certains vont remplacer au complet. Tout au complet, ou seulement la façade, la partie. Exactement. Et d'autres, non. Un expert nous, on a des installateurs de bardeaux, et la façon qu'ils vont l'installer, il n'y a aucun problème entre la jointure de la nouvelle et de l'ancienne, là. C'est plus une question d'esthétique et une question de durabilité qu'à un moment donné, il y en a une qui va être plus récente et l'autre plus vieille, donc c'est au choix du client, là, finalement, s'il veut que toute sa toiture arrive à expiration en même temps ou pas. Parce que, je veux dire, il va avoir une garantie spéciale, puis une garantie... Chacun a son degré de sensibilité face au risque à ce moment-là. Il s'agit d'être bien conseillé. Absolument, de savoir... Savoir c'est quoi qui est... Un bon entrepreneur va expliquer c'est quoi qui va être les différences. C'est au consommateur à faire le choix. Et surtout, peut-être d'y proposer combien ça coûte de le faire, parce que des fois, c'est avoir su, je l'aurais fait pour la différence. Ouais, ça dépend de l'âge de la maison, hein. Bien souvent, là... C'est vraiment, si la maison elle a déjà une vingtaine d'années, la décision est plus facile à prendre que si la maison elle a juste 7-8 ans, là. On a vu dans l'émission d'hier, on a parlé d'isolant avec un spécialiste, puis il nous parlait que dans le fond, il n'y avait pas vraiment de problème de mauvais matériaux au niveau des isolants. C'était plus, quand il y avait des difficultés, c'était soit le mauvais isolant au mauvais endroit ou l'isolant mal installé. Mais là, je me dis, si je peux me tromper en installant un isolant, qui est un matériau unique que je m'en vais juste fixer, au niveau des fenêtres, il doit y avoir des erreurs d'installation. Ben oui, c'est la différence, comme on parlait tantôt, de faire affaire avec le beau-frère qui en a installé une fois dans son cabanon ou un entrepreneur spécialisé qui a toutes les compétences de le faire puis qui a vu différentes méthodes, différents exemples, puis qui est capable de s'adapter, qui a les compétences, puis qui a eu les formations pour. Mais d'un autre côté, je me dis, tu sais, une fenêtre, c'est une fenêtre. On n'a pas inventé ça au 19e siècle. Ça ne doit pas avoir évolué bien sur la façon de l'installer. La fenêtre, mais chacune des maisons construites en différentes époques, dans différentes conditions, pour adapter la fenêtre, là. En fait, l'installation n'est pas la problématique, n'est pas la fenêtre. C'est plus de rassembler les deux parties qui n'ont pas été faites en même temps, que ça soit bien fait. Fait que là, je comprends bien, dans le fond, la fenêtre, elle a évolué au niveau des technologies, des matériaux, mais ça reste une fenêtre. Ouais. Mais c'est pas tant elle, c'est le mur dans lequel il va l'accueillir qui a évolué beaucoup et qui va changer beaucoup les méthodes d'installation. J'ai bien compris? Sur un chantier de construction, on a à peu près toujours les mêmes conditions.
On installe à pas mal de la même façon. On a un mur qui est vide, on a tout accès à tout ça. Dans une rénovation, on a différentes époques, on a différents matériaux, on a différentes façons que ça a été entretenu ici, ne serait-ce que l'entretien. Est-ce qu'il y a déjà eu une infiltration d'eau? Est-ce qu'il faut recommencer quelque chose? Comment qu'on fait pour... le système d'étanchéité dans le temps avait été fait d'une certaine façon. Maintenant, il faut faire selon les normes d'aujourd'hui. Comment qu'on adapte tout ça ensemble? Fait que, de votre expérience, c'est quoi le problème le plus fréquent au niveau de l'installation? Les gens là, qui sont pas, qui en ont peut-être déjà fait une fois ou deux, mais qui se réessayent, c'est quoi la principale problématique? Bien, c'est sûr que le fonctionnement de la fenêtre, une fois que la fenêtre est installée, puis elle a été mal installée, ne serait-ce que, je donne un exemple, mais l'uréthane, la personne, au lieu de bien isoler à l'uréthane, il y a des façons d'isoler à l'uréthane, a rempli le trou d'uréthane a gonflé, on a fait arrondir la fenêtre n'ouvre plus. Fait que là, on parle dans le fond... Quand j'ai mis la fenêtre dans le jour, c'est-à-dire l'ouverture dans le mur, la fenêtre n'est pas juste. Il y a un lousse, là, 12 mm de chaque côté, là, peut-être. Là. On remplit ça d'isolant qui pourrait être de la mousse. Et l'expansion de la mousse... Il faut laisser de la place à l'expansion de la mousse. Il faut savoir où la mettre, l'isolant. T'sais, on parle de cordon, il ne faut pas nécessairement remplir. Il faut savoir où. Il faut isoler dans la partie... où ça doit être isolé, il ne faut pas aller isoler dans la partie froide, parce que sinon, c'est tout ça qu'il faut bien savoir. Bon installateur va savoir faire les différences. Puis quand je dis un bon installateur, ce n'est pas nécessairement nos installateurs. On vend avec installation parce qu'on a nos installateurs, mais un entrepreneur comme Florence est capable de faire très bien l'ouvrage, ça a les compétences pour le faire. Bien, peut-être que le beau-frère ou un entrepreneur qui n'est pas spécialisé dans la rénovation va peut-être avoir plus de difficultés puis va faire des erreurs. Bien, cette erreur-là, elle va vous rester pour les 20, 30, 40 prochaines années de la fenêtre. Parce que dans le fond, on ne parle pas de compétences. Il y a probablement les compétences, c'est peut-être plus au niveau de la connaissance de qu'est-ce qui est utilisé. Tu as parlé tantôt, Stéphane, que les maisons, automatiquement, les maisons de 10 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est pas les fenêtres, ça va changer au niveau des commandes. On le voit quand on fait un agrandissement, l'épaisseur des fenêtres versus de la maison existante. Il faut qu'on aille mesurer l'épaisseur des fenêtres de la maison existante. Et même dans la maison, il peut y avoir des différences dépendamment de s'il y a eu des agrandissements et des rénovations qui ont été faites. Donc, c'est là l'expertise d'un entrepreneur compétent. On va la voir parce que sinon, les fenêtres, si on vous le dit pas, vous allez commander des fenêtres standards au niveau de l'épaisseur. Mais c'est pas une construction neuve, c'est une rénovation. Construction neuve, c'est sûr, on y va avec le code, c'est la même dimension, même épaisseur, l'installation est standard. Mais une réno, ça fait vraiment une grosse différence. Sinon, il y a plein d'ajustements sur le chantier qui compliquent. Ça se fait toujours. C'est juste que c'est de la complication, il va falloir chimer, il va falloir gonfler. Une fois que la fenêtre est faite, on ne peut pas la recommencer. C'est nous qui devons nous ajuster après, parce que la fenêtre est faite. Puis dans une construction neuve, on a une ossature qui est encore libre. On peut quand même jouer un peu avec les ouvertures. C'est compliqué, mais ça se fait. Dans une rénovation, quand la finition intérieure-extérieure est faite, on ne peut plus après ça aller jouer avec tout ça. Ça devient compliqué. Mais je comprends que c'est un art de prendre la mesure de fabrication. Dans le fond, ma mère a pu, pour faire une soumission, peut-être de prendre des mesures pour faire une soumission, mais ça ne sera jamais la mesure qui va être... pour la fabrication. Il faut connaître ça. Chez nous, on envoie la personne qui installe prendre les dimensions. Que ce soit nos installateurs, le représentant va aller chez le client, va prendre les dimensions pour faire un prix. C'est des dimensions qui sont quand même justes, mais approximatives. Mais une fois que si on vend la commande avec installation, l'installateur qui va aller sur le chantier va aller prendre les dimensions puis voit le contexte du chantier. Si ce n'est pas nous autres qui installent, on demande aux consommateurs, qui va vous les installer? Demandez à cette personne-là, ça peut être un entrepreneur comme Florence, demande à l'entrepreneur qui aille prendre les dimensions, qui nous donne les dimensions qu'il a besoin. Nous, on va arriver exactement à ce qu'il veut avoir. Ça, c'est notre responsabilité, mais c'est à l'entrepreneur. Oui, exactement. C'est important. Tous les corps de métier, les partenaires, on collabore parce qu'il peut y avoir effectivement des ajustements. Là, une rénovation, ce n'est fait que des ajustements. C'est pas une construction. Donc, c'est là qu'il faut vraiment avoir des bonnes équipes. C'est majeur, je veux dire. Si tes fournisseurs et tes sous-traitants, t'es pas en parfaite harmonie, en collaboration, il va y avoir des surprises sur le chantier, là. Peut-être un point au consommateur qui est en train de magasiner. Quand que le consommateur demande à la personne qui installe, va prendre les dimensions. Si la personne hésite puis dit, non, fallait prendre par ton gars de fenêtre, commence à te poser des questions.
Si la personne a peur d'aller prendre les dimensions des fenêtres, bien, peut-être qu'elle n'a pas toutes les compétences. Si elle hésite, c'est parce qu'il y a peut-être une problématique. Fait que ça, c'est peut-être un indice des fois. Ça commence-tu à ressembler à la différence entre un vendeur et un conseiller? Exactement. Fait que si je comprends bien, Florence, des pépins, ça arrive pour tous les entrepreneurs. Fait que quand il y a des problèmes au niveau des dimensions, ça ne doit jamais être sur ta partie agrandissement. Ça doit être plutôt sur la partie existante. Dans le fond, plus il y a de la rénovation et plus il y a des surprises. Parce que la construction, je veux dire, on fait le code, c'est comme... En tout cas, moi, j'ai pas en tête de surprise pour une construction. Mais par contre, pour la rénovation, on agrandit, il faut donc mettre de l'électricité, mettre de la plomberie. On s'aperçoit que finalement, la maison, elle n'a jamais été bien faite. L'électricité, on défait les murs, c'était un nid de fils, tellement les fils sont pêle-mêle. L'électricien dit, écoute... je peux pas garder ces fils-là. Je sais même pas comment ça se fait qu'il n'y a pas eu un feu avant. Donc, la rénovation, ben, c'est sûr qu'il y a des impératifs de chantier. Hein. Et là, l'électricité, il y a des choses sur lesquelles on peut pas jouer. L'électricité, là, et la plomberie, ben, c'est comme... tu es obligé de remettre ça comme il faut, là. Je veux dire... alors là, la rénovation, il peut y avoir des surprises là-dessus. Ou mettons, quand c'est très tendance de stripper, puis de vouloir avoir un bim, puis de l'air ouverte. Correct. Mais quand on enlève les escaliers, puis qu'on s'aperçoit que le plancher il est ici, puis le plancher est comme ça, puis que tu enlèves les cages d'escalier, quand on commence pas à prendre des lasers, quand on fait une soumission, là, c'est quand on est dans la démolition et qu'on s'aperçoit que finalement, il y a vraiment une trop grosse pente entre l'avant et l'arrière de la maison. C'est encore une fois un impératif de chantier. Tu pourras peut-être pas mettre au niveau, mais il va falloir qu'il y ait comment on appelle ça? Il va falloir que le sol, il ait une certaine uniformité aussi. Là, on ne peut pas commencer à faire une marche au milieu de la salle à manger. Donc, c'est ça la rénovation. Le but, c'est d'être avec un entrepreneur qui encadre le client et qui l'aide parce que les surprises, la maison, on connaît le bâtiment, je dirais par cœur, mais encore là, parce qu'on en a fait Montréal, peu importe Montréal, on a pas mal toutes sortes de maisons, là. Mais je dirais un entrepreneur que ça fait 20, 30, 40 ans qu'en fait, à un moment donné, il a fait pas mal toutes les maisons. Mais on pense que ça a été bien fait, l'électricité, il y a 20 ans. Puis finalement, ça avait été pas bien fait, c'était peut-être le beau-frère ou peu importe. Là. Et puis il y a aussi des normes maintenant c'est quand même très sévère quand même avec le code du bâtiment. Puis on fait beaucoup de formations avec la PCHQ puis d'autres organismes et on voit que ça change, ça évolue quand même la maison, que ça soit au niveau énergétique, au niveau de toutes sortes de départements, comme on peut dire. Là. Donc, il faut qu'on s'ajuste pour la mettre le plus up-to-date aussi, la maison. Un bon entrepreneur va voir des indices par mais rapport à l'état de la maison, mais il ne pourra jamais voir 100% derrière les murs, on ne peut pas voir. C'est derrière les murs. Malheureusement, c'est derrière les murs. Ouais. C'est comme... On ne peut pas commencer à faire des trous, que ce soit un inspecteur ou un entrepreneur. Je veux dire, on ne commence pas à faire des trous dans les murs pour s'assurer que la plomberie, effectivement, est... La toilette est là, elle passe bien là. C'est évident qu'elle devrait passer là, mais finalement, elle passe là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Et le fil, c'est la même chose. Puis... Donc ça, c'est des choses qu'on voit quand on a démoli. Donc, heureusement que ce n'est pas sur tous les chantiers, mais plus la maison elle a on fait de la grosse rénovation majeure, et puis plus, effectivement, on peut avoir ce type de surprise-là. Ben, j'imagine plus qu'elle est âgée, plus qu'il y a eu de propriétaires, plus que des gens qui ont intervenu différemment, à différentes époques également. Très bon point. C'est assez rare que sur une maison dans les années 2000, là, qu'on voit ce que je viens de vous parler. C'est plutôt rare. Surtout que les maisons étaient faites en série, s'en va en banlieue, c'était des quartiers pareils. Mais encore là, s'il y a eu 4 propriétaires, puis chacun a décidé de faire des rénos à sa façon, sans prendre d'entrepreneur, ben c'est là qu'on trouve des surprises là-dedans. C'est vrai. C'est quoi les caractéristiques que je devrais regarder quand je magasine mes fenêtres? C'est-tu juste le facteur énergétique? C'est-tu bêtement ça ou on devrait aller un peu plus loin? On a parlé de la sorte de matériaux tantôt. Parfait, ça j'ai compris. Si c'est des grandes baies, ben peut-être que je vais y aller avec un matériau plus résistant, peut-être moins le PVC à ce moment-là, jusqu'à une certaine limite. Le manufacturier ici, c'est quoi? Mais y a-t-il des critères ou quelque chose que je peux m'attacher facilement comme consommateur? Y a-t-il des trucs? Oui. Par contre,
qu'est-ce qui ressemble plus à une fenêtre qu'une autre fenêtre pour un consommateur qui magasine? Il faut comprendre que normalement, des fenêtres, on magasine ça environ une fois et demie dans sa vie. Ça part des entrepreneurs, là, mais un consommateur rénover des fenêtres, il fait ça peut-être une fois, peut-être deux. Fait que c'est un processus où il faut aller chercher, puis les salons, même magasiner, aller voir dans chez les manufacturiers, les distributeurs. Ça se ressemble. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Chaque représentant va vendre son produit. Fait que ce qu'on se rend compte souvent, c'est que le consommateur, une fois qu'il a débuté ses recherches au niveau des portes et fenêtres, finit, avant d'avoir fait son idée, va être plus mélangé que quand il a commencé. C'est pas mal le processus normal d'une fenêtre. On pense que ça va être facile, on va magasiner nos fenêtres, ça va être facile. On se rend compte qu'on pose des questions, il nous arrive plein de réponses. Pour après ça, on commence on se trouve quelqu'un en qui on a confiance, puis on a les bonnes réponses. Ceci complexifie la réponse que je suis en train de te donner. Oui, il y a des différences, mais je reviens encore au point que j'ai dit au début. Il faut savoir pourquoi on magasine les fenêtres. Qu'est-ce qu'on veut améliorer dans notre maison? Veux-tu améliorer l'efficacité thermique de la fenêtre? Bien là, on va poser des questions dans ce sens-là. On va aller chercher un produit qui est Energy Star, qui est un des items. Si on veut améliorer l'efficacité sonore, ben on va poser des questions parce qu'on reste sur la rue Saint-Denis à Montréal, puis je suis tanné d'entendre les camions passer puis les motos. Ben on va aller chercher des indications par rapport à ça. On va aller vers autre chose. Donc, si j'habite sur le côté de la 132, je pourrais peut-être remplacer mes fenêtres et... Ben peut-être que cette façade-là, ben on va mettre du verre qui est insonorisant un peu plus. On va aller vers du triple vitrage. Ouais, c'en est un item. Mais il y a des verres insonorisants aussi. Juste de varier l'épaisseur du verre intérieur-extérieur fait que le son va se propager différemment puis ça va atténuer le son. Il y a différentes techniques à ça, mais il faut savoir poser les questions aux différentes personnes. Puis je pense que vous allez voir en magasinant, le magasinage des portes et fenêtres, il y a beaucoup une relation de confiance. Vous allez voir en posant les questions comment que les représentants vont vous répondre. Puis un bon représentant va vous poser des questions, puis il va vous aligner sur quelque chose. Puis peut-être qu'avant de vous donner une réponse, il va vous reposer d'autres questions pour bien comprendre. Tu sais, c'est une relation de confiance là-dedans. Puis c'est là qu'il va être la différence entre les produits. Vers quoi s'enligner? Bien, posons les bonnes questions, alignons-nous vers les bonnes choses. Puis chaque produit... Je peux pas dire que mon produit est meilleur que tous les autres. J'ai mes forces, j'ai mes faiblesses. Puis le manufacturier qui va dire « Moi, ma fenêtre est supérieure à tout le monde », il n'y en a pas. On a des produits, on a des caractéristiques. Il s'agit de bien orienter le client vers les mêmes normes. produit. C'est les mêmes normes, c'est oui, mais oui. C'est très tendance maintenant. Tout le monde voudrait du triple verre. Mais triple verre, pourquoi tu veux ça? Parce que c'est plus cher. Est-ce que c'est justifié de payer plus cher? Ça dépend toujours du besoin. C'est plus pesant. Ouais. Des clients, là, ça m'est arrivé où ils voulaient 10-11 pieds là, de triple verre. Ben après ça, il faut l'ouvrir, la porte patio. Exact. C'est très pesant. Est-ce que c'est vraiment ça que tu recherches? Si c'est parce que tu veux un look contemporain et tu veux vraiment beaucoup d'espace et de la lumière, ben peut-être faut penser à des panneaux qui sont fixes et qui ne sont pas tous ouverts. Donc, il y a des façons de voir sans passer par du triple verre. Ça dépend si c'était une question énergétique ou une question de lumière ou une question... Ça dépend toujours. On revient à l'histoire du besoin. Ben ouais. Mais après ça, c'est très grand. Ça va prendre un linteau. Ben ouais. Donc, c'est des frais supplémentaires. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Parce un linteau, on parle de la poutre qui est au-dessus pour supporter... Parce que plus on va rentrer avec des poutres d'acier, des linteaux, des choses comme ça dans une rénovation majeure, et puis plus ça augmente quand même les coûts. Même qu'on va être obligé peut-être d'avoir un plan d'ingénieur quand il y a de la poutre d'acier qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est des frais supplémentaires pour le client. Donc, il faut vraiment savoir c'est quoi son but d'avoir de la fenestration. Il y a sûrement des moyens de sauver des sous si ils veulent sauver des sous. Oui. Mais si vraiment le look recherché et le budget vont pour de la fenestration à pleine largeur, allez-y, là. Mais il faut toujours revenir à la base du besoin puis du budget. Hein? On peut avoir la fenêtre la plus performante sur le marché qui va être... on peut aller à Chibougamau en avant d'un lac puis elle va être très performante. Mais si on reste à la prairie dans un quartier résidentiel avec plein d'arbres alentour, on n'a peut-être pas besoin de payer pour ça.
l'économie d'énergie qu'on va subir ne payera pas l'investissement qu'on va avoir. Fait que oui, on peut aller dans les options au maximum, on peut aller au plus bas de gamme. C'est où qu'il faut aller. Ouais. Le conseiller va vous emmener vers un produit dont vous avez besoin. Donc, je comprends bien, là, dans le fond, les produits qu'on a sur le marché, normalement, sont homologués. Donc, on a toutes les normes au moins minimales. Il y en a qui ne le sont pas, il faut le valider, il faut s'assurer qu'ils sont homologués. À partir du moment où ils sont homologués, bien, qu'est-ce qu'on a de besoin? Comment je fais pour le savoir qu'il est homologué? Si on regarde juste Energy Star, qui est peut-être le plus facile, je vous parlerai pas de comprendre la norme Energy Star, parce que même nous, on a de la difficulté à la comprendre, mais s'assurer que le produit est certifié Energy Star, c'est déjà un bon point. Je fais ça comment? Juste aller sur Enercan, demander aux manufacturiers est-ce que vos produits sont certifiés Energy Star. Nous, il faut les identifier, les produits qui sont certifiés. On a un autocollant dans la dans notre salle de monte, on l'a. J'aime beaucoup l'idée de la salle de monte. Il y a quand même plusieurs manufacturiers qu'on sait. Puis je trouve que pour le consommateur, d'aller voir, c'est quand même important, les fenêtres, là, la porte d'entrée, la fenêtre, le look et tout ça. Et d'aller directement à la boutique, on peut ouvrir, on peut voir la qualité, on voit un peu le look. C'est plus encore concret que juste des sites web. Là. Moi, je trouve que ça sécurise. Le site web, on peut choisir, hein, mais après ça, je trouve que c'est important si on peut aller sur place, voir la qualité du produit pour sécuriser. Puis le client, au moins, il peut faire des choix si ça donne une idée de l'entreprise aussi, comment quelle est la salle de monte, comment on l'entretient, la salle de monte. Ça donne une idée quel genre de produit, quel genre de service on va donner aussi. Là. On va regarder ça des années. Là. Ouais, absolument. Mais là, je peux comprendre que si j'ai un produit homologué Energy Star, c'est pas une obligation qu'il soit, mais s'il l'est, je m'assure qu'il correspond... correspond à une norme. Mais il y en a qui sont... On a des produits, même dans notre gamme à nous, on a des produits qui excèdent de beaucoup le minimum pour atteindre Energy Star. Est-ce que le client a besoin d'aller jusque-là? Peut-être pas si on n'est pas chez Bougamo, peut-être qu'on est dans un quartier résidentiel à Boisbriand, bien, d'atteindre la norme, c'est assez pour ce que j'ai de besoin. J'ai pas besoin d'investir plus que ça. C'est souvent ça. Il me semble, on entend, on recherche la qualité du produit, donc, mais ça me semble assez facile à trouver une qualité de produit qui correspond. Fait que dans le fond, d'où est-ce qu'on met beaucoup d'énergie, c'est peut-être pas là, c'est peut-être d'être s'assurer d'être bien conseillé, d'être vraiment accompagné dans le fond. Parce que le produit peut être Energy Star, s'il est mal installé, il ne performera pas, selon ce qu'il devrait être. Donc, le produit, l'installation devient importante aussi. S'il est mal installé, elle ne rouvrira pas bien. Ça va être difficile d'ouvrir et la fermer. Fait que c'est des niveaux de catégorie, finalement. Ouais. Je veux dire, il y a l'entrée de base sur le marché, c'est Energy Star, par exemple. Ça répond au code. Après ça, tu veux plus, ben, tu vas prendre des normes supplémentaires. C'est un peu comme quelqu'un qui fait une fondation, il va mettre du goudron. S'il veut mettre la membrane Delta, ben, il peut, mais c'est la norme, ça va être le goudron, etc. Donc, il y a plein de niveaux. Je veux dire, nous, le but, c'est que l'entrepreneur fasse les travaux selon le code. Ouais. Après ça, dépendamment de la maison, dépendamment du budget du client, dépend sa sécurité aussi. Si, par exemple, lui, c'est vraiment important le bruit, l'acoustique, ou sauver l'économie de chauffage. Bon, là, après ça, on revient aux besoins, là. Mais à la base, là, les manufacturiers et l'entrepreneur, faut faire comme le code. Le code, à un moment donné, c'est la base, c'est ce qu'il faut. Puis au moins, ça nous fait des produits de qualité, des rénovations et des constructions de qualité. Après ça, ben, c'est le consommateur qui veut plus grand, mais plus... Sauf que ce que je réalise là, présentement, c'est que souvent, le premier critère qu'on met instinctivement de l'avant est peut-être le troisième qu'on devrait prendre, parce que la qualité étant le plus facile. Le deuxième que je comprends, c'est d'être bien conseillé, d'avoir le bon produit. Et le troisième, souvent, qui va être pour sauver quelques sous, de le faire par quelqu'un de la famille, bien là, c'est la ligne, ça va coûter plus cher parce que la fenêtre ne donnera pas le rendement qu'elle devrait faire. Ça va coûter plus d'électricité parce qu'elle va être mal isolée. Donc, l'ordre de priorité qu'on a de façon instinctive est peut-être inversé. C'est un peu ce que je disais tantôt. On part avec ce qu'on pense. Quand on a débuté le processus d'achat, on devient plus mélangé parce que c'est un produit qui se ressemble puis on ne le sait pas. L'installation, là, on a beau dire, nous, on est les meilleurs dans l'installation, mais le client, pour comparer nous avec mon compétiteur, tant que la fenêtre n'est pas installée, il ne peut pas comparer. Ben, même souvent, au moment de l'installation, tout a l'air beau, il n'y a rien que bouger encore. Puis quand la finition est installée,
On peut pas l'évaluer, C'est là. difficile à faire, mais c'est là d'aller voir ce qu'on parlait, d'aller voir les commentaires. Est-ce que cette entreprise-là, elle a une bonne réputation? Est-ce que ça a des bons commentaires? Chez nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a des standards d'installation. On a une vingtaine d'équipes qui installent des fenêtres. Ces gens-là, installent selon nos standards à nous, installent pas selon ses standards à lui. Sinon, on aurait des installateurs qui installent avec une membrane à telle place, puis l'autre le fait pas avec cette membrane-là. Non, nous... Toutes nos installations, fenêtres magistrales, sont installées d'une façon, puis nos installateurs ont cette charte-là, installent avec ça, puis on a des inspecteurs qui vont valider ça pour être sûr que le travail est fait selon les normes. Ah, vous avez une politique interne de contrôle de Oui, on qualité. a 2 inspecteurs sur la route systématiquement qui vont... Je ne dis pas que chaque job est inspecté, mais là où il faut, on va inspecter. Nos installateurs sont périodiquement Il y a un échantillonnage. inspectés. Exact. Si on a des problèmes, c'est l'inspecteur qui y va, puis on va vraiment identifier le bon problème. Je ne fais pas juste envoyer l'installateur puis corrige-moi ça. Souvent, ça va être patché. J'envoie l'inspecteur, on va faire un diagnostic, on va s'assurer qu'on trouve, s'il y a un pépin, on trouve le bon pépin, là d'où il vient. On ne patchera pas pour cacher. Puis après ça, on va faire les travaux. Florence, on est rendu au mois d'octobre. Oui. Moi, je veux agrandir, là, je suis décidé, là, au printemps. Je suis trop tôt? Je suis trop tard? Ou il y a le temps, là? Je dirais période post-COVID, il est grand temps. Sincèrement. C'est maintenant. C'est là, là. C'est maintenant qu'on est dans les soumissions et les contrats signés pour le printemps. Parce que, premièrement, on a quand même vu le déroulement avec le petit croquis, la ville, la banque. On a nos plans, mais là, après ça, les plans, ça prend quand même déjà un technologue, architecte. On a déjà quelques semaines, voire quelques mois de délai pour avoir des plans. On est beaucoup plus à quelques mois présentement que des semaines. Hein, comme je vous dis, post-COVID, c'est ça qu'on vit présentement. Après ça, la ville, s'il y a un CCU, un comité consultatif d'urbanisme, dès qu'on change quelque chose de la façade de notre maison, on passe au CCU. Dans la plupart des villes, en tout cas toutes celles que, à ma connaissance, pour l'instant, on passe un CCU. Il y en a un par mois. Donc après ça, il y a un conseil. Après ça, il y a le permis qui est émis. Donc là, déjà, en partant, on est à 2 mois à peu près dans pas mal de villes. Donc là, on arrête de tergiverser, là, et après l'émission, on appelle tout de suite à la ville pour dire « J'ai-tu le droit, sur telle rue, dans tel arrondissement, de faire, exemple, un agrandissement, un garage sur le côté avec un logement au-dessus? » On appelle tout de suite. Oui. Première étape. Première étape. C'est réglé. Oui, c'est réglé ça. Excellent. Peut-être un petit point Ben oui. par rapport à nous. Contrairement à des travaux majeurs comme Florence peut faire, dans notre cas, nous, on peut quand même installer l'hiver. Ben, Puis c'était ma fait, prochaine question. Oui. En fait, pour un consommateur, c'est le temps d'avoir les meilleurs prix parce que nous, on cherche justement à faire marcher notre usine de fabrication. Nos installateurs sont tranquilles. Les gens ont tendance à penser que des fenêtres, ça ne s'installe pas l'hiver. Mais je dois dire, on ne sera pas chez vous à moins 30 avec un grand vent et une tempête de neige. Mais des journées jusqu'à moins 10, faut savoir que la fenêtre, le temps qu'on enlève la fenêtre et qu'on en pose une autre, c'est mineur. Hein? C'est pas long. Donc, si on est dans une pièce, on ferme la porte, puis on fait pas exprès pour l'hiver, tout enlever les fenêtres, puis on les fait une à la fois. Il y a des façons de faire. On est capable d'enlever, on prépare notre trou, on rentre ça là. Donc, pour dans le cas des portes et fenêtres, si les gens veulent magasiner, c'est encore le temps, puis au contraire, c'est le temps d'avoir les meilleurs prix. Quand tu parles, Marco, que c'est pour le printemps, c'est maintenant qu'il faut booker, qu'il faut avoir réservé son entrepreneur. Nous, on est occupés 12 mois sur 12. On ne fait pas juste des agrandissements avec des fondations. Je dirais, les pieux, ça se fait. Puis il y a des fondations aussi qui se font dans l'hiver. Il y a des critères différents au niveau de la fondation. Donc, finalement, c'est vraiment une question que c'est pas par rapport à la température que je disais pour le printemps. Mm-hmm. Je parle vraiment que c'est pour le printemps par rapport à plus les délais. Parce que les fenêtres, là, vous disiez, vous avez 7 semaines, d'autres 8, 10 semaines de délai. Les trusses et poutrelles, ils sont à 10, 11 semaines. On parlait de la ville qui avait 2 mois. On parlait aussi des technologues et architectes qui ont 2, 3, 4 mois. Donc, oui, quelqu'un qui n'a pas de plan aujourd'hui, là, puis qui voudrait faire des travaux, bien, juste ces délais-là, de dire qu'à Noël, on a reçu nos trusses et poutrelles, on a reçu nos fenêtres, on a eu le permis, on a eu tout ça. On ne peut pas commander les trusses, les poutrelles et les fenêtres tant qu'on n'a pas eu le permis. Je vous donne un exemple. La ville, elle trouve que l'ouverture, les ouvertures des fenêtres respectent pas le code de la ville. Ben, pas le code, mais je veux dire, les exigences de la ville.
eh bien, automatiquement, ils peuvent faire des changements sur le plan. Ou, par exemple, vous avez fait un agrandissement de tant de pieds carrés sur pieux. Malheureusement, dans cette ville-là, ça prend une fondation si vous faites grand comme ça. Donc, il faut refaire les plans. Donc, on est obligé d'attendre d'avoir le permis de la ville pour faire les commandes. Des fois, c'est les couleurs même. Dans certains couleurs, quartiers, les couleurs, les gens ont mis les fenêtres, les parements d'une certaine couleur, puis la ville n'accepte pas ces couleurs-là. Fait que on peut rien commander tant qu'on n'a pas la exact. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire cet hiver ou qui peuvent se faire dans 2 mois, dans 3 mois. Ça dépend toujours des matériaux qu'on va avoir besoin. Les délais sont plus longs en ce moment. Puis au niveau des portes et fenêtres, Stéphane, tu disais que c'était le bon temps de magasiner, mais si je me trompe pas, il y a Renault Climat aussi qui est bonifié présentement là, jusqu'à la fin de l'année. Exact. Donc, c'est doublement le temps. C'est le temps de magasiner. Si les fenêtres sont Energy Star, on peut avoir accès à ce programme-là. Puis même sachant que le programme existe, est-ce qu'on a les moyens de ne pas les prendre Energy Star à ce moment-là? C'est au client de décider. Mais je pense que ça va coûter moins cher de les avoir. Définitivement. Exact. Définitivement. Puis on a des programmes de financement aussi qui peuvent aider à reporter le paiement. Donc, on profite de la subvention. On a les programmes de financement. On disait tantôt qu'on pouvait mettre les travaux sur les hypothèques. Nous, ce qu'on conseille aux clients souvent, c'est de prendre un financement court terme, le temps de se rendre à l'échéance de l'hypothèque, puis après ça, renouveler l'hypothèque en mettant les portes et fenêtres, parce qu'on s'entend que les portes et fenêtres devraient être amortissables dans le temps. C'est un produit qui est bon pour 20-30 ans, donc on devrait être capable de le payer dans le temps. Là. Absolument. Ou ça peut être la marge de crédit hypothécaire. Totalement, oui, c'est ça. Tout dépendant le montage financier de chacun, là, exactement. Qui peut faire un pont en attendant le renouvellement. Grosso modo, en introduction, je parlais de cesser de tergiverser puis de faire la première étape. Je pense que c'est assez simple. Si j'ai un projet de remplacement de fenêtre, peut-être première étape, déjà prendre un contact avec Renault Climat et de déjà pouvoir commencer à faire mon magasinage. Voir les conditions. Après ça, commencer le magasinage, aller voir sur Internet les manufacturiers, les distributeurs dans votre coin, puis commencer à faire des recherches. Et parole d'un spécialiste, c'est le temps. C'est l'heure. C'est l'heure. Florence, c'est le temps d'appeler la ville? Oui. Puis faire vos petits croquis, votre liste, comme on dit. Puis après ça, vous appelez des entrepreneurs et puis... Rêver. Rêver, oui. Rêver, son projet c'est important. Ouais. C'est un projet de vie. On ne fait pas 50 agrandissements dans une vie. Donc, c'est important de prendre le temps. Et puis, pour les bonnes raisons, parce qu'on ne fait pas ça juste pour 1 an. On fait ça pour en profiter. Donc, faut que ça soit le fun, soit un projet de rénovation, juste changer des fenêtres. Si on les change, c'est pas le fun parce que les fenêtres vont pas bien. Mais on est en train d'améliorer sa maison. Pourquoi pas rêver qu'est-ce qu'on aurait le goût que notre maison ait l'air, de faire des petits dessins, comme on a dit, de faire les petits dessins, là. Moi, j'aimerais ça que ma maison ait l'air de ça. Mais si le client arrive avec un croquis, j'aimerais ça avoir... mon voisin a fait telle affaire. Le gars, j'ai pris des photos. Es-tu capable de me faire quelque chose comme ça chez nous? Là, on peut vous proposer des choses. Quand on sait qu'est-ce que vous aimez, là, on peut se mettre à rêver ensemble. Les photos numériques. Pour pas le nommer, mais c'est tellement intéressant parce que quand on a des idées, moi je voudrais que ça donne tel style, etc., ça nous aiguille. Puis c'est sûr que quand on rencontre l'entrepreneur, là, s'il n'y a pas une relation de confiance, si c'est pas fluide, si on sent que l'entrepreneur, là, il rêve pas en même temps que le consommateur, prenez un entrepreneur avec qui ça vibre, parce que c'est quelqu'un qui va travailler avec vous pendant des semaines. Je veux dire, si moindrement, c'est pas confortable dès le début, ça ne fera pas un projet agréable. C'est pas nécessairement que c'est un mauvais entrepreneur, non, mais ça fait peut-être juste pas cliquer avec cette personne-là. On n'arrive pas de la même façon, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes styles, il faut que ça clique. C'est à la base, je trouve. Mais on a parlé de rêve, puis j'invite les gens à aller voir districthabitat.ca pour avoir le rêve, mais très simple, partir d'un rêve, si on met une date d'où est-ce qu'on veut que ce soit fait, c'est plus un rêve, c'est un objectif. C'est peut-être ça la première étape avant de poursuivre. Exact. Stéphane Charron, on peut aller voir les informations sur vos produits sur... Site web, fenêtresmagistrales.com. Fenêtresmagistrales.com. 7 salles de monde dans la région de Montréal. La Prairie, Saint-Hubert, Repentigny, Viau à Montréal, Pointe-Claire, Laval et Blainville. Donc, on couvre le Grand Montréal métropolitain. Vous êtes les bienvenus. On a des belles salles de montre. On a des gens gentils qui vous attendent. On peut voir les produits. Oui, les produits sont tous exposés. On peut vous conseiller. On peut vous faire rêver, justement. Là, c'est le temps de voir des options. C'est le temps de voir des idées.
venez nous voir. Et puis quand on signe le contrat, il y a une date, donc c'est l'objectif. Une date. Puis l'avantage, c'est qu'on n'attend pas à l'installation pour vous donner la date 2 semaines avant. C'est qu'une fois qu'on signe le contrat, quand l'installateur va chez vous pour prendre les dimensions, à cette journée-là, vous allez avoir une date de l'installateur. Vous savez quand est-ce que ça va être installé. Ça va être dans 2, 3, 4, 5, 6 semaines, mais on a une date, on peut rêver jusqu'à ce temps. Puis si je suis pas prêt, moi, je veux pas en avoir l'hiver. Vous êtes capable de m'attendre, je peux On signer. est capable de vous attendre. On aimerait bien vous avoir l'hiver parce qu'on aime travailler l'hiver aussi. Là. Moi, j'aime pas aller en Floride, fait que j'aime mieux travailler. Mais si vous préférez au printemps, on vous attend au printemps sans problème. Mais ça me sécurise mon prix, par contre. Ou jusqu'à un certain point, oui. Ben oui, exact. Quand on parle de prix, là, c'est tellement vrai pour ceux qui ont booké avant le COVID, là. Ouais. C'est tellement, tellement vrai parce que finalement, ils vont avoir des projets à l'automne avec des prix qui... Les matériaux ont tellement augmenté que c'est... Donc, d'où l'importance. Plus vite on est décidé, plus vite on réserve sur notre entrepreneur et puis plus vite on s'assure de respecter le budget aussi, là. Florence, si j'ai le goût que vous me faites rêver, je peux aller sur votre site Internet? C'est www.maisondd.com, maison pluriel. Notre bureau est à La Prairie. Alors, vous pouvez aller voir des réalisations sur notre site web, des témoignages de clients. Puis, je donne aussi beaucoup d'idées avec un genre de blog, des conseils, les étapes, quoi faire avant de nous appeler. Et puis, après ça, pendant le projet. Des avant-après? Oui, beaucoup d'avant-après. On aime toujours ça, oui. voir ça. Oui, on vous évalue. Merci. La semaine construction et rénovation, une présentation de Cyclovac qui vous offre un aspirateur central ainsi que ses accessoires d'une valeur approximative de 680 $ dans le cadre du grand concours Districtement Habitat. Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur districthabitat.ca pour remplir le formulaire du concours. Le gagnant sera tiré la semaine prochaine. Bonne chance à tous! Merci à tous. Si vous désirez en savoir plus sur nos experts, mais également tous nos exposants, que ce soit de Brossard, Terrebonne, je vous invite à vous rendre sur districthabitat.ca et pouvoir aller les consulter et même vous allez avoir accès pour pouvoir leur poser des questions. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et même à aller consulter notre chaîne YouTube District Habitat. Salut, à demain pour une autre émission de Districtement Habitat. Ciao! Reaching out.